Salut, bienvenue dans les aléas du direct. C'est les aléas du lundi, Jean, et comme je peux le constater, ça vous intéresse vachement, hein, ce qu'on fait. Ah, je suis bon, hein, parce que j'ai pas arrêté de faire du sport. Ah, ça y est, on est en direct. À la télé? Oui, non, j'ai planté des salades, des tomates, et tout, j'en peux plus, très très mal. Et aujourd'hui, je vais être gentil parce que il y a du lourd. Il y a du lourd? Ouais. Oui, on va parler pas mal sport de combat, on va dire. Avec Gaël Mignot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes capitaine du MHR, capitaine de l'équipe de France. Vous avez gagné le tournoi Destination il y a quelques semaines et vous vous apprêtez à disputer les demi-finales du championnat de France. C'est ça. Et puis Mario Marcoux, vous êtes professeur de karaté, on va dire? Actuellement, oui, enseignant de karaté à l'école de karaté de Pérols. Une école qui fête ses 30 ans cette année, c'est pas rien ça. Hein, là, ce mois-ci, là, on peut les fêter aujourd'hui si on veut. C'est en avril 1984 que je l'ai ouvert. C'est vous qui avez ouvert cette école? Oui, j'ai les créations. Et vous avez été le plus jeune 7e dan de France? Alors, l'âge plancher pour présenter le 7e dan, c'est 51 ans. J'ai eu 51 ans le 6 août dernier et j'ai présenté le 7e dan le 20 octobre. C'est la ceinture. Donc je devenais le 7e dan le plus jeune de France. C'est la ceinture rouge, hein, c'est ça? Rouge et blanche. Ouais. Expliquez, c'est quand même le summum du summum dans le karaté, non, quelque part? En disant que la ceinture noire est portée jusqu'au 5e dan. Ouais. Donc le 5e dan, on peut dire que c'est la maîtrise du style, de la technicité, du style technique, physique. Après, il y a le... il est bon en figure de style aussi. Il y a le 6e dan. Le 6e dan, c'est la technicité, plus l'esprit, le corps et l'esprit, l'unification du corps et de l'esprit. Et la ceinture change de couleur, devient rouge et blanche. Et là, le 7e dan, le numéro 7, et au 7e jour, tout était accompli. Voilà. C'est le début de la sagesse, l'unification totale avec sagesse du corps et de l'esprit. C'est le dan qui passera jamais, ça. Et donc, la ceinture rouge et blanche, la blancheur, la candeur, et le rouge, la passion. Le début de la sagesse, c'est-à-dire qu'il y a autre chose après encore? Et après, il y a le 8e dan qui... La ceinture devient rouge. Mais et donc, en numérologie, le 8, c'est l'infini, c'est le temps qui passe, donc c'est le repos, c'est le temps du repos. C'est le temps du repos. Mais avant de parler plus loin avec Mario Marcoux, on va discuter avec Gaël parce que malheureusement, quand on est sportif de haut niveau, il y a entraînement tous les jours. Et malheureusement, elle est un peu pressée parce que se profile à la fin de cette semaine le match aller des demi-finales du championnat de France féminin de rugby face à Caen. Oui, c'est ça. Ce week-end, on va disputer notre première demi-finale. Donc, c'est un peu inédit pour nous cette année puisque c'est des demi-finales en aller-retour. C'est la première fois qu'on va vivre ça. On se déplace chez elle en premier. Donc, dimanche, on jouera notre premier match des demi-finales du championnat de France. Oui. Et après, il y aura donc pour la première fois un match retour. Pour la première fois, un match qui retour. Qui se jouera le dimanche 20 sur le stade Éric Béchu, c'est-à-dire le stade qui est situé juste derrière le stade Yves Numan. C'est ça, oui. Pour la première fois, on a la chance de faire aller-retour, donc on va chez elle et on va recevoir une demi-finale à domicile, ce qui nous est jamais arrivé, le 20 avril à 13h30 au stade Éric Béchu de Montpellier, oui. Le stade annexe. Alors, des joueurs pro. On en est où du rugby féminin? Parce que c'est un sport qui reste peu médiatisé, dont on entend peu parler, mais qui se structure de plus en plus. Oui, je pense que le rugby féminin est en train d'évoluer de plus en plus. Je pense que on le voit là récemment, on a eu la chance de remporter un titre avec l'équipe de France. Le Grand Chelem. Le Grand Chelem, oui, c'est quelque chose ça faisait très longtemps que l'équipe de France n'avait pas figuré aussi haut niveau. Pour le situer, on va quand même donner les résultats, parce que c'est un Grand Chelem en plus avec des scores assez sympas. France-Angleterre 18-6, France-Italie 29-0. Pays de Galles-France, vous avez gagné 27-0. Face à l'Écosse, vous leur en avez passé 69 quand même. Et face à l'Irlande, ça s'est joué sur un fil 19-15. Mais c'est la finale de ce tournoi Destination. C'était la finale. On est un groupe qui est assez jeune, qui n'a jamais connu ce que c'est gagner des titres, aller jusqu'en finale. Donc c'est vrai qu'il y avait un petit stress derrière ça, savoir qu'il y avait la possibilité de faire un grand chelem. Donc oui, c'est une année très importante pour nous. Il y a la Coupe du Monde au mois d'août qui se profile.
En France, ouais. Oui, donc c'est très important pour nous de faire des résultats comme ça. Oui. Et il y avait du monde à Pau. Hein, c'était une grande finale contre l'Irlande. C'est un des premiers tournois où il y a autant d'engouement. On fait presque 9000 spectateurs à Grenoble. On fait 9000 à Pau. On fait guichet fermé à Blagnac. Des matchs télévisés. Ça commence vraiment à grandir, oui. Alors, je vais vous poser la question bateau habituelle qu'on doit vous poser à chaque fois. Habituellement, je les laisse poser par Jean, mais aujourd'hui, c'est moi qui m'y colle. C'est quoi la différence entre le rugby féminin et le rugby des garçons? Les impacts sont moins puissants, vous courez moins vite. Enfin, on doit toujours trouver une différence. Déjà, bien sûr qu'il y a une différence physiquement, on n'est pas bâtis comme des garçons, donc c'est vrai que si on regarde le top 14 et si on regarde nous le top 10 féminin qui est le plus haut niveau rugby féminin dans lequel on joue à l'heure actuelle, voilà, on est amatrice, donc on s'entraîne tous les jours, mais pas aussi régulièrement que les garçons, donc physiquement on est moins développé. Après, je pense que notre jeu est un jeu basé plus sur du mouvement, c'est un jeu qui est un peu plus huilé, on va dire, c'est moins du défi permanent, quoi. On va chercher à essayer de... Est-ce que c'est pas dans ce rugby-là qu'on trouve encore ce qu'on appelait avant le French flair, le beau jeu à la française, qui dans le top 14 d'aujourd'hui se perd un peu justement à cause de la montée en poids et de la puissance des joueurs? Mais je pense que ce qui se perd un petit peu aujourd'hui dans le top 14, c'est qu'il y a de plus en plus de vidéos, les gens regardent vraiment, c'est étudier au petit détail ce que va faire l'adversaire, que dans notre discipline encore, on en est assez loin d'étudier vraiment au pied de la lettre tous les matchs, de travailler exactement là-dessus. Donc forcément, il y a des ouvertures qui se créent. Les défenses sont moins importantes que chez les garçons. Et on trouve du jeu de mouvement qu'on voit un peu moins souvent. Mais après, les garçons arrivent très bien à le faire aussi. Alors, oui, Jean. Oui, mais il y a quand même de la castagne un peu. Hein, c'est un sport oui, la castagne, c'est un sport de combat et avec toutes les règles. Nous, on a exactement les mêmes règles que le top 14. Même la troisième mi-temps. Ouais, ça fait partie du rugby, oui, ça fait partie du sport. Il faut savoir profiter des bons moments comme ça. Il faut savoir lever le... Mais peut-être, mais Jean... Oui. J'ai juste des questions. Mais Jean, je voulais pas vous presser, mais simplement, ça fait partie justement des choses qui peu à peu disparaissent du top 14 parce qu'ils se professionnalisent et que les joueurs font de plus en plus attention au moindre débordement qu'ils pourraient commettre. Est-ce que justement, ça peut encore exister chez les filles parce qu'il n'y a pas encore cette pression du professionnalisme? Il n'y a pas cette pression du professionnalisme. Après, c'est vrai qu'on fait la troisième mi-temps, ça c'est sûr. Mais après, nous, on travaille. Dès qu'on a fini de jouer, le lundi, on travaille. Donc c'est vrai qu'on fait beaucoup attention quand on enchaîne des semaines... pour celles qui sont internationales, c'est entraînement tous les jours, entre midi et 2, le matin avant d'aller au travail. Quand le week-end, on va partir jouer à Caen, on rentre à minuit. Le lundi matin, notre employeur, il nous attend au travail. Donc, c'est vrai qu'il faut savoir faire la fête, mais il faut savoir faire attention si on veut perdurer dans le temps et produire des résultats et être au haut niveau, quoi. Et Gaëlle est éducatrice sportive. Elle a la chance d'être au club, presque, non? C'est ça? Oui, je suis éducatrice sportive. Je travaille comme tout le monde, 35 heures. J'entraîne aussi également une équipe cadet. Donc, c'est... En plus mes 35 heures de travail, donc oui, c'est un emploi du temps permanent. Oui, il faut savoir combler le temps, gérer l'emploi du temps. Voilà, c'est difficile, mais quand on aime ça... Quel est votre coup fourré préféré au rugby chez les filles? Allez. Non, il n'y a pas de... Tire les cheveux, on tire quoi? Non. Après... Jean, non, en plus, parlez pas d'un truc que vous connaissez pas. Il doit se passer des tirer les trucs cheveux. Non, on ne tire pas les cheveux. Après, c'est un sport de contact. Donc, voilà, je pense que quand des fois ça dérape ou quand ça nous énerve, comme dans n'importe quel sport, on a la chance de pouvoir répondre par des plaquages agressifs, de pouvoir répondre par de l'agressivité dans des phases de ruck qui sont autorisées. Donc, ça permet de se défouler, oui. Et ça arrive quelques petits accrochages. Lui, il est grand-père. Et alors? Moi, père de famille, on a des filles. Qu'est-ce qu'on peut dire à leur mère pour les rassurer si jamais elles ont envie d'aller jouer au rugby? Parce que vous vous doutez bien que ça inquiète toujours les parents quand ils voient leur fille leur dire « Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est du rugby ». Mais je pense que c'est dangereux, Non, c'est pas dangereux, c'est un sport comme un autre. Bien sûr que c'est un sport de contact, c'est un sport où des fois le lundi matin on arrive, on est un peu marqué, mais je pense que les bleus c'est éphémère, ça passe.
quand on prend du plaisir, c'est un sport où il y a une grande convivialité, où il y a beaucoup de notions de respect, d'entraide, où tout le monde a sa chance, puisqu'il n'y a pas de catégorie de poids, il n'y a pas de gabarit à avoir spécifique, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit mince, qu'on soit costaud, on peut pratiquer. Donc je pense qu'il faut oser passer le pas. Et l'esprit d'équipe. Et oui, il y a un grand esprit d'équipe, c'est un sport collectif. Là plus que tout. À 15, on a besoin de tout le monde, vraiment. Sinon, on ne peut pas. J'y vais. Alors, votre joueur de rugby préféré, c'est qui? Ce serait qui? Un talonneur? Oui, j'aime bien Dimitri Sarzeski comme talonneur. Et à Montpellier, le préféré? À Montpellier, attention. Non, c'est difficile. Je fais pas. J'aime bien Charles Gély aussi, comme au niveau de talonneur. Après, je pense que Fulance Ouedraogo, dans son rôle de capitaine, dans son rôle de meneur sur le terrain, c'est aussi un joueur que j'aime bien. Voilà. Après, pas spécialement de joueur préféré. Allez, ma question coquine, hein, t'es obligé, c'est toujours comme ça. Alors, en amour, est-ce que, Gaël, vous préférez vous en mêler et en découdre après? En mêler et en découdre après, ou alors, c'est joli. Non, ça vous plaît pas? Ou alors prendre un coup de foudre et transformer la touche en essai. C'est pas obligé de répondre. Oh, la première réponse. Préférez pas vous en mêler. Oui, voilà. Et après, en découdre. C'est ça. Ça peut arriver. Bravo. On va vous libérer, Gaël, parce que vous avez entraînement. On va juste rappeler les 2 rendez-vous importants. Le 20 avril, au stade Éric Béchu, derrière le stade Yves du Manoir, à 13h, la finale retour du championnat de France top 10 féminin. C'est ça. Et ça, il y a besoin d'avoir des spectateurs pour venir vous encourager. J'encourage tout le monde à venir nous voir. Voilà, je pense qu'il y aura un beau match au sommet. On est tenante du titre. On a comme objectif de garder le titre. Voilà, c'est un nouveau championnat cette année avec des phases finales aller-retour et on espère produire un beau spectacle chez nous devant notre public, avoir du monde qui vienne nous soutenir et offrir au club de Montpellier une deuxième finale consécutive. Meilleure joueuse du tournoi, elle a été élue meilleure joueuse par les Anglais. Tout à fait. Et puis la Coupe du Monde, la première quinzaine d'août. Et voilà, au niveau international, la Coupe du Monde au mois d'août à Paris, où la billetterie est déjà ouverte. J'engage les gens qui sont intéressés par le rugby féminin à s'inscrire, à venir voir des matchs. Les matchs seront télévisés sur France 4 et sur Eurosport pour la suite de la compétition. Donc voilà, si on veut que ça soit un tremplin de notre sport, il faut que les gens nous soutiennent. Ben on sera là. Gaël, merci beaucoup et puis bon courage pour le 13 avril face à Caen. Merci pour l'invitation. Au revoir. Mario, il y a des choses dans lesquelles vous vous retrouvez quand Gaël parlait de valeurs? Absolument, parce qu'il est dit il y a deux disciplines sportives qui sont aussi appelées écoles de vie. C'est le rugby et dans les arts martiaux, le karaté. Et alors? On retrouve les valeurs de respect. Ouais. De respect, il n'y a qu'à voir, nous par exemple, on peut démarrer un cours de karaté si on ne démarre pas par un salut qui honore le lieu d'entraînement, qui honore l'enseignement qu'on va recevoir, qui honore le respect de celui qui va nous faire progresser, qui va travailler en même temps. Et de la même manière, j'ai toujours été agréablement surpris dans un match de rugby, en dehors, je ne citerai pas d'autres sports co, sur un match du Grand Chelem par exemple, il n'y a aucune barrière de sécurité ou de grillage entre le public et le terrain. Et Mario, vous faites partie, il faut dire qu'il fait partie de la grande famille gitane, quand même, il faut le dire. Tout à fait, la communauté. Il y en a plein qui sont partis à la guitare, et vous, ça vous a jamais... Comment vous êtes rentré en religion karaté-kesque, comme on dit? Alors, je suis dans un quartier populaire, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'argent, et dans un quartier chic, si on n'a pas de pognon, on est malheureux, et dans un quartier un peu populaire, si on n'a pas un peu de poing, ça risque d'être plus difficile. Donc c'est un peu par... Non, au début c'était peut-être pas pour de bonnes raisons, on va dire. Je vais vous faire une confidence. Vous la répéterez pas. Non. On est entre nous, là. Ok. Il y avait tous les potes de l'Égologue, mon quartier de naissance à Montpellier, que je salue d'ailleurs ce soir. Et le sport roi, le football, bien évidemment. Le sport des quartiers populaires. Et j'ai essayé
d'être bon au football. Et mes potes me mettaient souvent sur le banc de touche. Et donc sur le banc de touche, on est plus en protection de l'équipe, donc quand il y a les bagarres, que joueur. Et mon papa m'a dit un jour, écoute, à force de te battre à les tribunes, sur la touche, il vaut mieux te battre utile. Vaut mieux t'apprendre à voir comment on fait. C'est comme ça. Et donc, et puis bon, ma médiocrité dans le football, je m'en suis aperçu direct. Et j'ai eu la chance il y a une école de karaté qui s'est ouverte juste en bas de l'Aiglon, c'était Oxikiai, sur le premier club de M. Kubera, avec Francis Didier qui est venu enseigner là, et ça a été le départ de la grande aventure. Apparemment, par contre, le karaté, c'était dans mes cordes et ça a démarché de suite. Ce qui est compliqué avec le karaté, c'est que c'est un sport qui existe depuis des lustres, mais qui a du mal à s'inscrire durablement, notamment aux Jeux Olympiques. Parce qu'un coup vous y êtes, un coup vous y êtes pas, finalement, ça en est où? Alors, là, on a encore subi un échec triste, mais je sais que Francis Didier, notre président, se bat encore, et nous on est derrière lui. On le deviendra un jour, mais là ça a été un peu difficile. Je pense qu'on a raté le coche quand l'Angleterre après les Jeux Olympiques, si la France avait gagné les Jeux dernièrement, je pense que Francis Didier aurait mis les Jeux Olympiques avec le ministère de la Jeunesse et Sport qui nous appuie beaucoup. On aurait pu être olympique. Là, on a raté le coche. Et effectivement, le premier coche, je pense qu'on a raté, c'est en 1988, les Jeux de Séoul. Le pays peut présenter une discipline. Peut demander, oui. Et ils ont mis le taekwondo, qui est le petit frère du karaté. Mais donc, qui nous a aussi amené quelques médailles. Tout à fait. Respect. Mais c'est difficile après de présenter pratiquement la même discipline et se battre pour. On pourrait le faire avec les katas, j'espère, même si c'est que les katas. La fédération y travaille avec Francis Didier, et je pense qu'un jour ce sera cocorico, quoi. Alors il y a Jean-Can, je crois qu'il y a des questions à vous poser. Alors visiblement moins impertinentes qu'avec Gaël. Il m'a dit je vais y aller doucement avec Mario. C'était justement quand on a le 7e dan, ensuite on enseigne aux élèves. Vous réussissez à faire passer. Il y a des petites graines qui poussent dans votre club. Déjà, l'école de karaté, elle a vécu un grand moment l'an dernier, l'école de karaté de Pérol. D'ailleurs, je rends hommage à Gaël, parce que moi j'ai mon élève qui s'appelle Lolita Perret, qui est féminine, et qui a été double championne du monde à Bercy, au championnat du monde de Bercy, magnifiquement présenté par la Fédération française de karaté, bien sûr, Francis Didier, et qui a été prestigieux, des champions du monde prestigieux. Et l'école, la petite de Pérol, d'origine gitane, Lolita Perret, qui est devenue la meilleure combattante du monde, avec championne du monde par équipe et individuelle. Qu'est-ce qui... Formé par moi, bien sûr. Bien sûr. Vous êtes en concurrence avec le judo ou ce sont des sports qui se complètent? Pas du tout. Il y a la partie sportive dans le karaté à travers la compétition. Moi, je pense que c'est plutôt une école de vie, une école d'éducation, comme le judo d'ailleurs. De par tout ce respect du kimono blanc, du port du kimono blanc pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de différences sociales. Ouais. Il n'existe pas des kimonos Dolce Gabbana. Vous avez vu, lui, il a un kimono de... Rien du tout, moi, je vais à la pêche. Ah, mais c'est la blouse qui soigne l'âme. Oui, et le karaté aussi soigne souvent l'âme. Voilà. Moi, j'ai des fois des vagues à l'âme. Donc, la différence... Non, au contraire, c'est très complémentaire. Le karaté, c'est percussion, pieds poings. Avec des finitions en balayage, de plus en plus. Le judo, c'est déséquilibré. Donc, il faut partenaire, il faut qu'il y ait saisie et déséquilibre du partenaire. De toute façon, en judo, on est plus en défense. Ça peut être une continuité. Oui, on est plus en défense au judo et plus en attaque au karaté. Non, c'est les percussions parce que, par exemple, un kata dans le karaté, c'est un module d'exercice imaginaire, un combat imaginaire dans l'espace, on va dire, dans toutes les directions. Le kata, dans le karaté, il démarre par un blocage. Jamais un kata ne démarre par une attaque. Donc en pédagogie, c'est intéressant. Moi, j'aime enseigner à mes enfants, à mes ados, ou même à mes anciens, à mes vétérans, le kata, parce qu'il démarre par une introspection, d'abord par un blocage, à protection.
de soi, de ses convictions, la protection de ce qu'on aime, le juste, la justesse, la justice. On ne pourrait pas penser que ces sports-là, comme le judo ou le karaté, qui sont des sports, comme vous le disiez, de respect, soient plus sérieusement impliqués dans la vie scolaire des enfants, parce que on parle en permanence des problèmes de respect qu'on rencontre à l'école, et ces sports-là qui sont porteurs de ces valeurs, finalement on les trouve peu dans le milieu scolaire. Qu'est-ce qui vous manque, vous par exemple à Pérols, pour être inscrit dans les cours d'éducation physique? Qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Alors c'est pas le bon exemple, Pérols, parce que j'ai des jeunes, mais vous avez pour ça. Mais des jeunes éducateurs de l'école de karaté de Pérols qui sont déjà intervenus là aux dernières vacances scolaires dans le cadre du foyer et de l'enfance et des vacances scolaires via l'éducation. Mais c'est pas à l'école quand même. Hein. C'est pas tout à fait l'école, voilà. mais on y est. Et il a existé par exemple le judo Pérols, qui était enseigné dans le cadre de la récréation et du sport scolaire, primaire, école primaire bien sûr. Et il existe quelques villes en France qui le pratiquent. Effectivement, là où on a du mal, c'est parce qu'on n'a pas les cadres qu'il faut, et c'est l'olympisme qui pilote un peu tout, parce que ça pilote aussi le montant des budgets alloués, des choses comme ça. Justement, ça se voit dans les jours à venir, puisque je vous rappelle que dans 3 semaines, il y aura les championnats d'Europe de judo à la Park & Suite Arena. Quand est-ce qu'on va voir du karaté? Alors là par contre, il est possible qu'on voit du karaté à l'Arena, parce que l'Arena déjà c'est sur mon village. Ouais. Et comme actuellement, c'était vous, c'est vrai, c'est chez vous. Oui, alors pour rajouter en plus, Mario est premier adjoint. Peut-être que je vais avec la complicité de la Fédération française de karaté, peut-être qui sait organiser une compétition internationale comme un championnat d'Europe ou un championnat du monde, cadet, minime, junior. Il y a des catégories qui peuvent se pratiquer. Je l'espère d'ailleurs. Je l'espère pour ma ligue d'Angle-Courcillon et pour ma discipline, en tout cas sur mon village. Parce que c'est spectaculaire, quoi. C'est à voir, quoi. Le karaté est sans critique par rapport aux autres sports de combat. Est très spectaculaire. Et d'ailleurs, ce qui a fait, moi j'ai démarré le karaté grâce à Bruce Lee. Eh oui. Non, mais en plus, ce qu'on sait peu, c'est que... J'ai changé. Montpellier est une terre... pas fait aujourd'hui, mais... Ce qu'on sait peu, Mario, mais vous, oui, c'est que Montpellier est une terre de karaté connue et reconnue, parce que Francis Didier est venu souvent, le président actuel de la Fédération française, est venu souvent à Montpellier, parce qu'il c'était un pôle d'entraînement, qu'on a connu Alain Léhété, qui a été un karatéka émérite, puisqu'une salle porte son nom à la SPTT. On a eu aussi un champion de kata, si ma mémoire est bonne. Donc, il y a des catamarans aussi. Certains sont rigolos, pas tous. Pas là-bas, c'est des catamarans. Mais voilà, il y a une vraie culture du karaté dans la région. Oui, tout à fait, parce que alors, c'est Francis, mais il existait à rue Adolphe Millon, le Montpellier Karaté Club, qui était tenu par les anciens comme Jean-Yves Labattu, Garcia, on appelait le tout big Bernard Michel. Et Francis Didier est arrivé après, mais déjà ils avaient été vainqueurs de la Coupe de France et champions de France, cette équipe-là, c'est nos anciens. Francis est arrivé, il a quand même révolutionné par son enseignement le Languedoc-Roussillon avec le coq, le fameux coq, et de là est né le pôle France. C'est ça. Et l'équipe qui a fait la grandeur de Francis, bien sûr, du Languedoc-Roussillon, grâce à Francis, c'est l'équipe avec Alain Léhété, dont je faisais partie. C'est mon frère d'Armalin. Et on a été vice-champion d'Europe avec le coq. On a été plusieurs fois vainqueur de la Coupe de France et vice-champion d'Europe des clubs. Écoutez, ça fait une belle histoire du karaté à Montpellier. De toute façon, si on veut pratiquer le karaté à Montpellier, le plus simple, c'est d'aller à Pérols, parce qu'il y a une école
qui fête ses 30 ans cette année, et que ça témoigne au moins d'une chose, c'est d'un certain niveau de volonté et de Dieu quand même, parce qu'il faut les tenir 30 ans dans une école de ce type-là. C'est le plus dur. On a eu la chance, grâce à tous ces résultats, grâce à tous mes compétiteurs, à tous mes bénévoles de l'école de karaté. Et là, j'ai une pensée à tous les bénévoles de tous les profs du département, tous ceux qui, après le boulot le soir, bénévolement enseignent cette merveilleuse discipline école de vie, qui est le karaté-do, qu'ils soient compétiteurs ou pas. Mais moi, mes bénévoles, une pensée pour mes enseignants, pour tous ceux qui enseignent avec moi, et pour tous les compétiteurs qui ont fait qu'aujourd'hui, ça fait quelques années, que Pérols est club élite national. Écoutez, donc, je vous l'avais dit, Jean, à la famille. Quittant cette émission, on sait où il faut aller. Si vous voulez apprendre le karaté, puisque vous avez la tenue, vous allez à Pérols retrouver le club de Mario Marcoux. Il y a même le train. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On sera là, écoutez, le jour où à Montpellier on aura enfin une grande compétition nationale ou internationale. Et puis nous, Jean, on se retrouve la semaine prochaine. On parlera des résultats, notamment des filles en demi-finale du championnat de France de rugby. Important. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.